Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ABC, la chaîne du bien-être et du développement personnel et pendant une petite heure la chaîne de la philosophie. Alors ça, je voudrais avoir une petite pensée émue pour mon prof de philo qui, je pense, à l'heure actuelle n'a aucun souvenir de qui j'étais en cours puisque je n'assistais jamais aux séances. C'est vrai, en fait, c'est vrai. On va parler philo, on va parler également d'un très bel événement auquel il faut adhérer, qui s'appelle le banquet de la connaissance avec mon invité d'aujourd'hui et il s'appelle Christopher Laquiez. Salut Chris. Salut, Bienvenue sur ABC. Re-bienvenue re-bienvenue. parce qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir Chris sur ABC avec De Fil en Philo, l'émission de Mathias Leboeuf qui a fait sensation. Et tu sais que maintenant quand on parle de toi on dit « Ah c'est le philosophe tatoué ». Ah, le philosophe tatoué? Le philosophe tatoué. Mais oui, parce qu'il y a quand même, pas un paradoxe, mais il y a peut-être un truc un peu antinomique. Oui, oui, C'est-à-dire c'est qu'on clair. n'imagine pas que la philo soit une philo 2.0 ou 3.0, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la philo, on la voit pas vraiment comme quelque chose de nouveau, même plutôt comme quelque chose d'ancien. Les philosophes, on les voit bien avec des cheveux blancs, les C'est longues vrai. barbes et tout. Ils sont souvent représentés comme ça, Ils sont d'ailleurs. souvent représentés comme On ça. n'est Ouais. pas très très rock and roll Rock'n'roll. attitude. Alors je regarde et merci d'être là en tout cas, je suis ravi de t'accueillir parce que Plaisir. on va parler de deux choses absolument essentielles. D'abord il y a ce livre qui peut évidemment vous permettre de faire un vrai travail d'introspection, vous poser les vraies questions, d'abord philosophiques, mais vous allez voir que la philo, ça n'est pas évidemment que rébarbatif ou avec des clichés. Tu sais que je suis allé sur Internet et j'ai regardé les idées reçues de la philo. Ok, Et je vais reprendre point par point pour que tu me dises ce que tu en penses et que tu puisses évidemment désarçonner un petit peu ces idées reçues. ok, Hein, c'est carrément. intéressant. Donc ça, c'est le premier bébé absolument incontournable de Chris Laquiez, Guérir l'impossible, ses éditions Guy Daniel. Et puis l'autre, c'est évidemment ce banquet de la connaissance que tu as lancé il n'y a pas longtemps. C'est ça. On peut juste commencer sur le banquet. Ouais, Il y a un logo que je trouve absolument fabuleux, c'est celui-là. Je trouve qu'il a une dimension mystique. c'est vrai. C'est C'est toi vrai. qui en es l'auteur? C'est mon meilleur ami, les intelligences artificielles, avec évidemment du design, parce qu'il a fallu tout voir, mais il y a eu une bonne base qui a été faite par le biais des intelligences artificielles. Bon, on leur fait beaucoup de demandes, et puis derrière, ils nous donnent ce qu'on attend, hein, ce qu'on recherche. Euh, le banquet de la connaissance, c'est vraiment un mouvement pour moi qui était important. Important parce qu'il permet de faire sortir la philosophie des académies de ce qu'on a l'habitude de voir, de la rendre accessible à tout le monde, de l'utiliser de manière pratique et de se rendre compte qu'il y a le développement personnel, la spiritualité, et puis il y a la philosophie qui est quand même un des éléments précurseurs, qui date de quand même moins 500 avant Jésus-Christ pour certains, et qui ont des valeurs, de la connaissance qui est juste incroyable à partager, et certains auteurs qu'on va pouvoir partager à l'intérieur. Le but, c'est vraiment une académie avec des conférences qui sont réalisées tous les lundis. Donc il y a Mathias Leboeuf à l'intérieur, on a Lev Frankel, on fait venir beaucoup d'autres personnes aussi. Et on aura le plaisir aussi de faire venir des personnes d'ABC Talk avec grand plaisir intervenir pour nous parler de la philosophie de manière pratique et comment l'utiliser dans notre vie. Voilà. Comment est-ce qu'on peut utiliser la philosophie de manière pratique dans notre vie? Ben, on peut le faire par le biais de plein de notions différentes et de se rendre compte qu'il suffit de l'apprendre, d'en trouver les enseignements et de les adapter dans notre vie quotidienne à travers des outils et aussi à travers de la réflexion, parce que c'est aussi beaucoup de réflexion, mais que les deux font un joli combo, quoi. Je retiens ce que tu as dit il y a quelques instants. Tu as parlé du développement personnel, de la spiritualité et de la philosophie. Est-ce que ce sont trois thématiques, angles différents? Moi, je pensais que la philo regroupait la spiritualité et le développement personnel. Alors, la spiritualité, si on prend les Mésopotamiens qui ont été des tribus polythéistes, ils sont présents bien avant la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie n'était pas encore née à ce moment-là, qu'il y avait déjà des croyances à travers des dieux, en l'occurrence polythéistes. Donc la spiritualité existe depuis bien plus longtemps que la philosophie. Parce que la spiritualité, c'est une forme de croyance. La religion peut être vue comme une spiritualité. Le bouddhisme, qui est une philosophie, peut aussi être vu comme une forme de spiritualité, parce qu'elle englobe des croyances. La philosophie, c'est quelque chose que je mets vraiment à part, parce que elle est unique. La spiritualité, pardon, c'est quelque chose que je mets vraiment à part parce qu'elle est unique à chaque personne, qu'elle est vraiment très personnelle, que c'est très intime en fait. Ça se partage beaucoup, mais il y a une notion qui est très intime parce que deux personnes vont avoir les mêmes points de vue sur toute cette notion spirituelle, mais au final vont la vivre de manière totalement différente.
Donc la spiritualité, très personnelle. Développement personnel va plutôt chercher le comment des situations. C'est-à-dire que j'ai une situation où je me sens mal, je vais chercher le comment pour pouvoir aller mieux. Comment est-ce que je peux aller mieux? La philosophie, elle va chercher le pourquoi. C'est pour ça que par la suite, il y a eu la psychanalyse, la psychologie qui a été créée, notamment avec Freud. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le développement personnel et la philosophie ne devraient pas être autant séparés, quand même elles le sont, mais se regroupent ensemble. Parce qu'à partir du moment où je sais le pourquoi, je peux me diriger vers le comment. Mais à l'inverse, aller vers le comment sans savoir le pourquoi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est une complémentarité qui est assez belle, qui est assez douce, mais on devrait passer plus de temps sur le pourquoi. Plus de temps sur essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, de se mettre à la place d'un être humain plutôt que de rester uniquement à notre propre place personnelle. Et ça, c'est le but de la philo. Et ça, c'est le but de la philo aussi, beaucoup. Guérir de l'impossible, c'est ton ouvrage. On va y revenir. Le fameux banquet de la connaissance. Alors, il y a un site internet Exactement. qui est le banquet de la connaissance. Je pense qu'on le mettra en directement, description. Absolument, le banquet de la connaissance. Et vous pouvez. Alors, donc, le principe, c'est d'avoir une thématique par mois sur la philo. Exactement. Il y a une thématique par mois. Avec des conférenciers. Avec des conférences en ligne, un conférencier différent qui intervient en direct les lundis soirs avec évidemment plein de trucs à l'intérieur, plein de bonus. C'est sous forme d'abonnement, c'est un peu le Netflix de la philosophie en soi. Et puis les gens ont accès en direct à des intervenants sur, là par exemple le premier mois c'était la connaissance de soi, donc on a été détaillé qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi, est-ce qu'on peut se connaître, est-ce que c'est une illusion. On ira toucher des thèmes comme la souffrance, la paix, la résilience, le bonheur, la sagesse, la liberté, l'amour. Voilà, il y a plein de thèmes différents qui sont vus de manière philosophique et qui peuvent amener vraiment de nouveaux angles. Et ça n'existait pas. Et ça n'existait pas. Voilà, c'est de manière pratique, en tout cas en ligne concrète, ça n'existait pas. Il y a eu beaucoup de philosophies qui se font à travers des cafés philo, à travers des petits mouvements, tout ça. Mais vraiment une académie où il y a accès à différents intervenants qui nous parlent vraiment de manière concrète en ligne, accessibilité à tout le monde sous forme d'abonnement, non, ça n'existait pas. Voilà. Alors ça sera intéressant de répondre aux idées reçues justement sur la philo parce que la première chose qu'on nous dit, c'est souvent « Oh, c'est pas pour moi ». Ça ne sert à rien, Ouais. c'est inutile, on ne peut pas le mettre en application concrètement dans nos vies de tous les jours. Ça fait partie des idées reçues de la philo, donc on y reviendra. Guérir l'impossible, ça c'est l'ouvrage, c'est Guy Trédaniel, il faut absolument se le procurer et le lire, c'est un voyage émotionnel captivant, où on parle de résilience, de courage, bien entendu, on parle d'inspiration pour tous ceux et celles qui ont envie à un moment donné d'avoir des réponses aux questions qui se posent. Moi, tu sais que dans cette émission, les rencontres, j'aime bien parler un petit peu du parcours. D'où tu viens, qui tu es, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette quête d'illustration au travers de tes tatouages. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que c'était une rébellion d'une certaine époque de ta vie, etc., etc. Ceux qui ont vu l'émission avec Mathias Leboeuf ont déjà des éléments de réponse parce que tu as déjà évoqué un petit peu le truc. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur. Si tu veux bien. Ah bah oui, avec plaisir. Non, mais parce que c'est peut-être des sujets aujourd'hui que tu veux blacklister, non? Non, pas du tout. J'ai aucun sujet que je veux blacklister. Je suis très heureux de toutes les bêtises que j'ai pu faire. Et tu en as fait. Et j'en ai fait beaucoup, ouais. J'en ai fait beaucoup. Est-ce que dans la philo, on dit que tu as le droit de regretter ça? Ou tu as le droit de... Comment tu accueilles ça aujourd'hui, avec le parcours que tu as aujourd'hui et le fait d'être devenu philosophe? La philosophie, elle a eu un impact dans ma vie dans le sens où elle m'a permis d'atteindre une forme de résilience, une forme de compréhension, de savoir que j'avais pas forcément besoin de m'en vouloir de tout ce qui m'arrivait, de me dire qu'il y a des moments où c'est facile, des moments où ça l'est moins, mais lorsque c'est facile, il faut toujours réussir à douter, se poser des questions et rentrer dans ce schéma de quand même vouloir plus ou moins acquérir de la connaissance. Et d'un autre côté, quand ça va pas, essayer de trouver le moyen que ça aille mieux. Donc, est-ce qu'elle me permet de pouvoir... En fait, le regret, je pense qu'on en a tous au fond de nous un petit truc qu'on regrette, au fond de nous un petit truc qui vient nous chatouiller un petit peu et qu'on n'a pas envie de remettre au goût du jour, d'aller voir ou autre. Je pense qu'on a tous une touche de regret quelque part, mais qu'il faut tout simplement l'accepter parce que malheureusement, on ne peut pas remonter dans le temps, il n'existe pas encore de machine. Et tu l'as fait toi? Tu l'as accepté? Moi, je l'ai accepté. Honnêtement, je l'ai accepté. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de difficultés. Moi, pour faire assez court, je suis né dans une famille avec un papa docteur et maman infirmière sur le bassin d'Arcachon.
Donc j'ai quand même eu un confort de vie qui était relativement bien, sauf que j'avais un papa qui était complètement absent, qui travaillait énormément, une maman qui travaillait aussi beaucoup, et un papa qui avait eu une enfance très compliquée. Il faut savoir que moi je proviens d'une famille d'immigrés italiens du côté de mon père et de malgaches du côté de ma mère. Ils sont nés en France, mais les cultures chez nous c'est ça, et que du coup mon grand-père a quand même abrité lors de la Seconde Guerre mondiale des Américains, et que en gros voilà ils ont été un peu dans la rébellion, et que mon père quand il est né est rentré dans ce système très pas patriarcal mais très dur de la campagne, parce que c'était en Dordogne, c'était très très dur. Il a eu une enfance qui a été super compliquée avec un grand-père très violent, lui qui devait protéger sa famille, et on l'a coupé de ses émotions. Il a eu des choses dans sa vie qui étaient très compliquées et qu'il a énormément reflété sur moi, sauf que moi à cette époque-là je ne le savais pas. Donc j'ai eu une enfance où on m'a répété que j'étais jamais assez bien, que c'était de ma faute, que j'y arriverais jamais, que j'étais nul. Donc dévalorisé en Complètement, permanence. voilà, complètement, m'a dévalorisé toute mon enfance Depuis tout petit. depuis tout petit. Donc tu grandis avec ça, avec ce modèle-là que tu ne vaux pas grand-chose. Voilà, avec le modèle que je ne vaux pas grand-chose, que les autres ne valent pas aussi grand-chose. J'ai quelques points d'appui où je me compare par rapport aux autres, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bon. Je rentre pas dans, j'ai pas une logique comme tout le monde. Voilà, à l'école, j'avais pas la bonne logique, donc ça allait pas. Je rentrais pas du tout dans le système scolaire, donc ça allait pas non plus. J'avais un papa qui m'avait dit, il faut que tu fasses bac. À l'époque, c'était bac S. Eh oui. Il faut que tu fasses bac S, que derrière tu fasses telle ou telle étude. Voilà, il m'avait prédestiné un chemin que je n'ai pas du tout suivi parce que moi, j'étais un artiste. Je suis devenu danseur professionnel par la suite. Donc voilà, Oui, c'était. j'avais oublié Eh cette oui, étape, t'as exactement. fait ça, Eh ouais, hip-hop HIP, tout ça. c'est exactement. HIP, à choper, hop, 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 Ouais, hop. c'est ça. Tu sais que j'ai fait les breakdance et tout à l'époque. Ah ouais, c'est Tu vrai. sais, à l'époque, on mettait des kawaii par terre pour essayer de tourner. Ouais, tu carrément. sais, pour essayer de tourner un peu mieux. Enfin bref. Ouais, c'est vrai, c'était Non, mais exactement ça. On sent bien qu'effectivement, il y a cette souffrance-là, mais on aurait pu imaginer que. Alors, c'était du côté de ton père, mais il n'y a pas de contrebalancier du côté de ta mère? J'ai une maman qui était toujours très proche, qui était toujours très aimante, mais qui s'est toujours beaucoup faxée dans cette situation-là, à mon père, qui a beaucoup essayé de calmer les choses. Mon père n'est pas du tout famille, pas du tout. Ma mère est très 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 famille, avec des frères, avec un grand-père qui était un peu le gourou de la famille, qui avait créé des liens énormes. Voilà, il y avait du côté de ma mère une famille très reliée, du côté de mon père une famille complètement dispersée. Et donc du coup, on avait un homme qui avait une famille aux dépens de lui, en fait, et une femme qui avait une famille qu'elle avait toujours voulu avoir. Donc du coup, c'était quand même un conflit assez intense où il y avait une maman très aimante, mais qui en même temps était très dure, un père qui n'était pas du tout aimant et qui était aussi très dur. Donc du coup, nous, la figure maternelle, vu qu'on savait qu'elle était présente, on n'avait pas forcément ce besoin de montrer qu'on existait, parce qu'en fait, elle nous faisait exister. Mais lorsque je me retrouvais face à mon père, il fallait que je montre que j'existe à travers des actions. Et alors moi, j'ai été à l'inverse, du coup, en grandissant de cette preuve, mais plutôt dans la rébellion, plutôt dans le tu veux pas m'en donner, je vais t'en donner encore moins, plutôt dans cet univers-là. Et ça n'a pas été toujours facile. Et voilà, moi, 16 ans, je quitte le domaine familial, je pars de l'école, je quitte tout parce que T'es en échec? échec scolaire complet. Non pas que je sois bête, mais qu'en fait ça ne me correspond pas du tout, parce que je trouvais les bons résultats, mais de manière complètement différente. Je ne comprenais pas comment mon prof d'histoire pouvait me raconter des histoires sur ce qui se passait avant, sachant que lui ne l'avait pas vécu. Voilà, j'étais vraiment dans cette logique-là. Comment tu peux m'expliquer comment Napoléon vivait les choses, sachant que toi tu ne l'as pas vécu? Mais ça se tient. Ah oui, ça se tient. Mais C'est pour moi, vrai. c'était pas logique. J'imagine la tête du prof. Ouais. Oui. Pour moi, c'était pas Eh logique. oui. Donc, j'étais un peu dans cette idée-là. Et je rentrais de plus en plus en rébellion. Donc, là, je quitte tout, je deviens danseur professionnel. Donc là, le père docteur du bassin, tout ça, reconnu, machin, qui a un fils Saltimbanque. qui traîne dans les rues et qui donne des cours de danse, machin truc. Je vis une carrière au niveau de la danse, c'est génial. Franchement, je me suis régalé. La danse, c'était une passion. J'ai eu la chance de chorégraphier avec des artistes, de faire des scènes. C'est de la danse quoi? Danse C'était hip-hop contemporaine? dancehall, j'étais chorégraphe. Hip-hop et Ouais, tout. Ah, c'était hip-hop putain, dancehall, mais c'était tout ce qui était debout, plutôt chorégraphique. génial. Et tu danses encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui beaucoup moins. Aujourd'hui beaucoup moins. On me contacte de temps en temps, mais pas pour danser. Pas pour danser. Ouais. Si tu danses avec les mots, avec les réflexions. Voilà, c'est ça. voilà, On peut danser et avec les les mots. pensées. Ouais. C'est vrai, c'est très beau ça. Mm. Et donc voilà, donc, la danse ça se passe super bien, sauf que malheureusement financièrement je ne m'y retrouve pas. Il faut savoir que la danse en France c'est très 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 mal payé. C'est simple, je travaillais 70 heures semaine à peu près, je gagnais 850 € par mois, c'était voilà,
Ta galère. La galère, voilà, la Et galère. à ce moment-là, tu décides pas de faire appel à papa-maman, puisque tu es vraiment en rupture à ce moment-là Non, avec eux? à ce moment-là, je suis vraiment en rupture. Je fais pas du tout appel à papa et maman. Papa et maman, ils sont intervenus plus tard, mais pas que j'ai fait appel à eux, mais ils m'ont plutôt sauvé, en fait. Dans le sens où, par la suite, je décide de travailler. Donc, je mets un peu de côté de la danse et je travaille dans les restaurants, dans les bars, en Ouais, maçonnerie. petit boulot, quoi. Ouais, je fais plein de trucs. Je multiplie 2-3 travails par jour. Donc, j'arrête pas, je travaille à fond, mais j'essaie de gagner un maximum d'argent. S'ensuit en fait un surplus de travail, je m'oublie un petit peu, je rentre dans le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit c'est compliqué. Ça peut vite te faire dérailler. Je n'ai jamais été dans la drogue ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu cette chance de ne jamais avoir été là-dedans, mais j'étais dans ce schéma plutôt un peu violent, en guerre contre le monde, un peu dur. Voilà, j'étais vraiment entré dans cet univers-là, voilà, très rock'n'roll pour le coup. Et ce qui se passe c'est que à la suite d'une rupture sentimentale et tout, le décès de mon grand-père arrive. Il y a le décès de mon grand-père. Les dernières paroles que j'avais avec lui ont été des insultes, d'où le potentiel regret. Sachant que c'était l'emblème de la famille, sachant que c'était une personne qui est toujours très aimante, toujours là pour tout le monde. Donc tu dans étais le proche de pardon. lui. Très très proche. Très, très, très proche. On a notamment aussi beaucoup grandi avec lui, avec ma sœur. Et pourquoi tu dis il y avait des insultes tout le temps? Non, non, non. Entre qui et qui? Non, non, c'était moi et lui, dans notre séparation. Ah, Dans ok. notre séparation, c'est-à-dire qu'il a toujours été très aimant, il a construit une belle famille, tout le monde s'aime, des gens qui sont très tolérants, très dans l'amour, qui sont tout le temps proches. Là, peu importe ce qui se passe, on sera toujours là pour toi dans ma famille. Du côté de ma mère, c'est vraiment comme ça, peu importe ce que tu fais. Et en l'occurrence, mon grand-père, on s'est quitté sur des insultes. On s'est quitté sur des insultes parce que moi j'étais un petit con, hein, comme on dit, et j'en faisais n'importe quoi, j'en faisais qu'à ma tête. Et j'étais en rébellion contre mes parents, contre tout le monde. Je voulais Oui. plus entendre parler. Oui, parce qu'on sent bien que t'as pas de socle, t'as pas de base, t'as pas les Non. fondamentaux, comme on dit, ce qui permet d'équilibrer la vie d'un enfant et lui permettre de grandir ensuite en C'est ça. adolescent, voire adulte. Le socle n'est pas là. Non, il s'est fait tout seul parce qu'en Ouais, fait, c'est quand je ça. suis parti, je me retrouve vraiment tout seul. J'ai pas forcément des bonnes fréquentations. Et voilà, je me suis retrouvé à être avec des gens qui étaient dans la rue. Ouais. J'ai même moi dormi dans la rue à la suite de cette dépression-là. Parce que j'ai fait une grosse dépression au décès de mon grand-père. Et en fait, pour moi, c'était de ma faute. Mon grand-père est né, c'est de ma faute. Tout le mal que j'ai pu faire en étant enfant, c'est de ma faute. Tout était de ma faute tout le temps. Donc, le tatouage a été un moyen d'expression pour moi. A été un double moyen d'expression. Le moyen d'expression de pouvoir ancrer ce que j'ai vécu. Et le moyen d'expression de pouvoir me faire souffrir C'est ce aussi. que j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est le principe de la scarification, c'est le principe C'est de ça. toutes ces choses-là. Exactement là, exactement ça. Donc pour moi c'était très thérapeutique. Je marque ce que j'ai vécu parce que ça fait partie de ma vie, mais je me fais aussi beaucoup souffrir et je cherchais beaucoup ça. Et donc je me rends dans un schéma où je veux me détruire. Voilà, je rentre dans ce truc-là très involontairement, mais je recherche cette destruction de moi. Et donc je me mets dans des situations de pire en pire, voilà, à me mettre à dormir dans la rue, alors que je pouvais ne pas dormir dans la rue, à avoir des amendes, à ne plus en pouvoir. J'ai failli aller en prison. En réalité, ça. J'ai failli aller en prison, j'avais des tonnes et des tonnes d'amendes. Et en fait, c'est ma mère qui m'a sauvé, qui a payé toutes mes amendes et qui m'a sorti de ce truc-là. Évidemment, j'ai essayé de la rembourser au maximum par la suite. Mais voilà, elle m'a vraiment sauvé de cette situation-là. Et sans elle, clairement, je sais que mon père aurait jamais rien fait. Je sais que voilà, tout le monde lui disait ne fais rien, mais elle a toujours cru en moi, elle l'a fait. Et elle m'a beaucoup aidé parce que si j'étais passé par la case prison, ça n'aurait pas du tout été la même chose. J'ai jamais rien fait de grave, mais voilà, c'est des petites bêtises quoi. Et aujourd'hui, donc il y a une signification à tous les tatouages que tu as sur Ouais, toi? il y a quand même une signification à tout tatouage que j'ai Parce sur qu'il moi. y a quand même Dayville, Ouais. il y en a quand même quelques-uns. Ouais, il y avait des trucs, voilà, là j'ai écrit No Devil Inside. À la base j'avais écrit Devil Inside et j'ai rajouté le No évidemment. J'étais vraiment dans cet univers en guerre contre le monde. Jusqu'au visage. Ouais, jusqu'au visage, jusqu'au visage. Je regrette pas du tout, tu vois, par Ouais. exemple. Je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait parce que ça fait complètement partie de moi. Ça fait complètement partie de moi. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, quand on va dans une église, il y a des décorations partout. Pourquoi est-ce que mon corps ne pourrait pas être une église avec des décorations partout? Non, mais par après, le exemple tatouage, ça peut être aussi une œuvre d'art. Hein. C'était exactement. Mm. Par la suite, c'est devenu très artistique. C'est-à-dire que à la base, c'était vraiment pour ancrer les événements de ma vie qui représentent tous quelque chose, une pensée, une action, quelque chose de bon, de moins bon. Le Devil Inside représente toutes les choses que j'ai pu faire de mauvaises dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment l'impression que j'avais. Donc, du coup, il y a eu cette notion de voilà, ouais. Mais alors, je suis toujours très impressionné par ça. J'ai aussi un tatouage, mais j'ai toujours très impressionné parce que tu te lèves chaque jour, évidemment, avec ce qui est par définition indélébile. Donc, ça veut dire que ça te ramène en permanence à cette période de ta vie extrêmement négative, extrêmement noire, le fait Ouais. d'avoir tout ça sur la peau. Totalement, mais en même temps, sur cette partie-là, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui.
Donc au final, s'il y a une forme de gratitude face à ces événements-là. J'ai fait du mal, je le sais que j'ai fait beaucoup de mal. J'ai fait en sorte de me faire pardonner. J'ai aussi, moi aussi beaucoup souffert par la suite. J'ai eu une grande forme de résilience par rapport à tous ces événements-là de ma vie. Et à un moment donné, je ne reviendrai pas dans le passé pour les transformer. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que si je ne les avais pas vécus, peut-être que j'aurais pas eu la détermination de faire ce que je fais. C'est ce que tu es aujourd'hui. Voilà, et qu'est-ce que je serai aussi encore demain. Donc, Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut quand même préciser que Christ a 26 ans, c'est ça? Ouais. 26 piges, et je trouve que d'abord ton parcours de vie est juste incroyable, ça pourrait faire l'objet d'un film. Non mais sérieux, on pourrait en faire un film. Il y a tellement à dire, tellement à... Tu vois, les parcours comme ça, où parfois tu as les deux genoux à terre, c'est même pas un genou, c'est les deux genoux à terre, donc il y a maman qui te sauve la vie, on l'a bien compris. Et dans mon dos, parce que je n'étais même pas au courant. Et dans ton dos, voilà. Et à quel moment, quel est le deuxième déclic qui te permet, est-ce que c'est la philo qui rentre dans ta vie à ce moment-là et qui te fait prendre conscience de certaines choses, qui te sauve la vie aussi une deuxième fois ou pas? Disons que c'est un ensemble de choses. C'est beaucoup la philo. J'étais intéressé par la psychologie et la philo depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un intérêt pour ça, jamais en profondeur, mais je me suis quand même beaucoup intéressé. Je suis quelqu'un en général que lorsque je me lance dans quelque chose, j'y vais au maximum le plus profond possible. C'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, je le fais à fond. Jusqu'à l'excès? Jusqu'à l'excès, exactement. Et donc la philo, elle rentre dans ma vie donc à la suite de cette dépression-là où vraiment je finis quasiment à état clinique, hein, c'était vraiment hard. Et ma cousine travaillait à Toulouse et donc j'ai une opportunité pour travailler à Toulouse, partir de Hossegor, là où j'étais vraiment au plus mal. Je tombe sur un livre, Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai des proches aussi qui, à ce moment-là, des très bons amis. Qui m'aident énormément d'un côté un peu plus spirituel. J'ai des personnes qui sont proches de moi, j'ai très peu de personnes, mais le très peu que j'avais ont eu des très très bons conseils pour moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette dimension spirituelle et philosophique dont tu parles là, qui va te sauver la vie, tu aurais très bien pu, en tant que rebelle affirmé, rejeter ça d'un revers de main en disant c'est pas pour moi, c'est les balivernes, tout ça, c'est n'importe quoi. Non, tu es très ouvert à ça. Totalement, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de mettre du sens à ma vie. À un moment donné, je n'avais plus aucun sens à ma vie. À mon existence n'avait plus de sens. C'est-à-dire que je payais pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je me le faisais payer moi-même. Je rentrais dans ce schéma permanent de vouloir me faire souffrir. J'en faisais même souffrir les autres. Donc, j'ai devenu en fait une bête ambulante qui faisait et souffrir le monde et souffrir soi-même. Et ça n'avait pas de sens. Pourquoi est-ce que je faisais souffrir? Pourquoi est-ce que la vie m'amenait à ça? Pourquoi si plus rien n'avait de sens à ce moment-là? Tout devenait absurde. C'est le fameux pourquoi dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Ce que permet la philo, probablement, de trouver le pourquoi du comment. En l'occurrence, peut nous permettre de trouver des pistes vers le pourquoi. Parce qu'après, le sens, j'ai décidé de le mettre moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai eu le choix, soit de continuer, soit de décider de comprendre. Et en fait, cette décision vers la compréhension à travers le spirituel, le développement personnel, à l'époque, c'était pas considéré comme développement personnel, et la philosophie aussi énormément, ça m'a permis de mettre du sens à ma vie, c'est de trouver une direction, de savoir pourquoi est-ce que j'ai vécu ça. Et c'est vrai que la notion spirituelle m'a beaucoup aidé à l'intérieur, parce que ça m'a permis de vraiment voir les choses de manière différente, de me remettre du baume au cœur et de colmater un peu les blessures. À ce moment-là, je mettais un pansement. À ce moment-là, je mettais un pansement, je n'avais pas encore recousu la brèche, mais j'avais mis un pansement et ça allait ressortir avec le temps. Et la philosophie m'a vraiment permis de pouvoir réellement recoudre la faille afin que ça soit nickel et que je puisse cicatriser tranquillement. Et Marc Aurèle en l'occurrence. Et Marc Aurèle en l'occurrence, qui a été une magnifique porte d'entrée, les stoïciens qui sont une magnifique porte d'entrée. Et Marc Aurèle avec cette fameuse phrase que j'ai même gravée autour du cou, qui me dit « ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Et en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. C'est ce qui est sur le chemin devient le chemin parce qu'il me permet de pouvoir ouvrir une nouvelle porte vers une nouvelle direction. Et qu'en général, on a l'obstacle sur le chemin qu'on a envie de franchir sans jamais comprendre pourquoi est-ce qu'il est là et quel chemin est-ce qu'il va créer à travers cette présence. Et en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais un obstacle, c'était un nouveau chemin pour moi que j'allais redécouvrir avec un nouvel obstacle sur le chemin et ainsi de suite pour pouvoir aller creuser en profondeur, quoi. Quand tu lis Marc Aurèle, tu as quel âge? Quand je lis Marc Aurèle, j'ai 20 ans. 20 ans. Et tu n'as jamais suivi un cours de philo? Non. Et ça te parle tout de suite? Non. Il a fallu que tu relis plusieurs fois? En fait, il y a eu des phrases qui m'ont accroché. Il y a eu des termes qui m'ont accroché. Il y a eu des choses qui m'ont parlé. L'histoire de Marc Aurèle m'a beaucoup parlé. Mais j'avais mis un pied dedans. Et à partir du moment où j'avais mis ce pied dedans,
ça m'a complètement englobé. C'est-à-dire que ça m'a aspiré dans la philosophie, dans la recherche, dans l'étude, dans la compréhension. Et puis là, quand je suis parti, je vais creuser dans tous les sens, en savoir tout sur tout. J'ai un diplôme en tant qu'hypnothérapeute, je ne sais pas du tout hypnotiser. Mais à un moment donné, il a fallu que je connaisse l'hypnothérapie. J'ai des diplômes en thérapie cognito-comportementale. Il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne. Voilà, à chaque fois, il a fallu vraiment que j'aille chercher à l'extrême de tout ce qui est psycho, philo ou autre. Mais Marc Aurèle, c'était une belle porte d'entrée parce qu'en fait, moi qui m'en voulais d'avoir, entre guillemets, tué mon grand-père, parce que c'était à cause de moi que mon grand-père était décédé, et que, en plus de ça, la personne avec qui j'étais avant me le reprochait, me le disait, j'étais avec une personne qui n'a pas été forcément très saine pour moi, et que moi, je me faisais payer ça, et que je savais que lui, il avait eu 13 enfants, qu'il y en avait 9 qui étaient décédés, qu'il avait eu sa femme qui a été décédée, ses meilleurs amis étaient morts aussi. Il a dit, en fait, ça va, c'est pas si grave ce que j'ai vécu, donc s'il a réussi à s'en sortir et à devenir la personne qu'il est devenu, je suis capable de pouvoir le faire. Voilà, c'était vraiment ça pour moi l'élément déclencheur de me dire je peux moi aussi m'en sortir. Ça n'est pas parce qu'on lit Marc Aurèle qu'on devient philosophe. Ah non. Donc, c'est le fait d'être jusqu'au boutiste, là, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême de vouloir comprendre le fameux pourquoi pour ensuite effectivement expliquer les choses, qui va inciter à vouloir apposer sur ton nom le titre de philosophe. Alors, le titre de philosophe, déjà, la philosophie, c'est le seul métier où personne ne sait ce qu'être philosophe. Déjà, ça, c'est vrai. Charpentier, on sait qu'il fait de la charpente. Le philosophe, il fait quoi? Il fait de la philosophie. C'est quoi faire de la philosophie? On n'est pas capable de le définir. Il y a autant de définitions d'un philosophe que de nombre de philosophes. Donc, en réalité, je me définis comme philosophe parce qu'on me définit comme philosophe, parce que c'est plus court, mais je pratique la philosophie. Je suis un être humain de cette planète qui est là pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le monde fonctionne de telle ou telle manière, comment est-ce que nous fonctionnons pour avoir une vie, la meilleure vie possible, parce que vivre, exister dans ce monde, c'est pas évident. On le voit, il y a le Covid, il y a l'inflation, tout ce qui se passe, c'est pas évident d'être heureux. Et donc, si c'était évident, personne n'aurait besoin de la philosophie. À quel moment tu te sens véritablement philosophe? À quel moment tu te dis, je suis né pour ça, je suis fait pour ça, et je veux vouer ma vie à ça? Je me dis ça à partir du moment où je n'ai plus de limite dans le travail. C'est-à-dire que je peux me lever à 8 heures, travailler jusqu'à minuit sans faire de pause ou juste manger et me dire j'ai passé une journée incroyable. C'est une journée incroyable, j'ai pensé à ça, waouh, ça m'a amené là-dessus. J'ai un esprit qui est vachement en arborescence. C'est-à-dire que ça m'amène à un truc, qui me ramène à un autre truc, qui me ramène à un autre truc et je fais des liens comme ça. Et donc, à partir du moment où je suis excité constamment par ça, que ça me stimule énormément, que ma passion, elle me crée des palpitations, que je suis dedans, que je partage avec mon entourage, et voilà, je me dis en fait, j'ai envie de me lever tous les jours et de ne faire que ça parce que ça me passionne, quoi. On a le sentiment que tu as presque du temps à rattraper. Ouais. C'est exactement ça. Tu as perdu du temps? Tu penses avoir perdu du temps? Moi, je ne pense pas avoir perdu du temps parce que ça voudrait dire que si je l'ai perdu, je ne le retrouverai pas. En l'occurrence, le temps, je peux le préserver aujourd'hui. Je peux le préserver et en faire bon usage de le temps. Parce que si je perds mon temps à observer que j'ai perdu du temps, je vais continuer à perdre du temps. Je vais continuer à perdre du temps. Oui, c'est pas bête, c'est pas bête. Donc non, en fait, je ne me pose pas vraiment la question de ce qui est passé, parce que ce qui est passé est complètement terminé. Je ne me pose pas forcément la question de ce qu'il y aura demain, parce qu'il n'est pas encore là. Et j'essaie d'être dans ce moment présent qui est tout simplement insaisissable, parce qu'en fait, il est là sans jamais pouvoir le définir, mais d'en faire le meilleur usage possible. Et le meilleur usage possible, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans un schéma temporel, mais plutôt dans un schéma existentiel en me disant, je profite de mes amis, je profite de mes proches, si je rencontre quelqu'un sur ma route et que je peux lui donner quelque chose, je le rencontre, je l'aide. Si ma petite fille, je peux m'en occuper, c'est génial. Je passe du moment avec ma famille, avec ma compagne. Voilà, ça pour moi, c'est préserver son temps, essayer de saisir l'insaisissable qui passe constamment sans jamais forcément me dire que demain il se passera telle ou telle chose ou que hier il s'est passé telle ou telle chose. Alors ça c'est évidemment la grande philosophie de l'instant présent, hein, dont on parle beaucoup sur cette chaîne, sur ABC Talk. Juste, je voudrais quand même, parce que je trouve que tu es l'incarnation même de ce qu'un cancre peut devenir. Ok. Non mais sérieusement. Ouais, carrément. Non mais moi je pense à tous ces mômes qui vont peut-être, ou ces adolescents, qui sont en manque de repères, qui sont en questionnement sur leur vie, qui ont la pression des parents derrière, qui effectivement les poussent ou qui parfois les rabaissent parce que on n'est pas toujours un parent exemplaire et on est souvent désemparé quand on est face à des enfants qui ne réussissent pas à l'école et qui s'entendent dire en permanence qu'est-ce qu'on va faire de toi. Tu es l'exemple même
qu'il est possible de faire des choses, même si on n'a pas un cursus scolaire Ouais, classique. totalement. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'un cursus scolaire classique et qu'est-ce qu'un cursus scolaire pas classique qui fonctionne? En fait, le problème, c'est la définition qu'on en a. Et à partir du moment, il y a un mythe autour de la normalité. Pour moi, il y a un mythe. C'est ce que Gabor Maté appelle le mythe du normal. C'est qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si ça englobe pas la normalité et qu'on n'est pas dedans, on n'est pas normal. Par exemple, si tu nais avec une jambe en moins, c'est pas normal. Si une femme naît et qu'elle n'est pas capable d'accoucher, c'est pas normal. Donc il y a un mythe autour de ça. Il y a ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et à partir du moment où quelque chose sort de ce mythe, eh ben, il va venir casser des barrières, casser des codes. Et donc, les gens vont être soit très réticents, soit très accrochés parce que c'est différent, mais dans tous les cas, ça va diviser un peu le monde. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui vont apprécier ce que je fais et d'autres qui vont complètement me détester à travers mon physique, à travers le fait que je n'ai pas fait d'études, que je ne suis pas universitaire et que du coup vont dire ben, tu n'as pas fait d'université ou d'études, tu n'es pas légitime de faire ce que tu fais aujourd'hui, par exemple. Tu n'as pas fait de thèse. Voilà, par exemple, je n'ai pas fait de thèse, quand même j'en fais dans mes bouquins, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'étude qui fait que tu seras bon ou pas dans un tel domaine. Par exemple, si demain je te prends, ben, tu nais et que tu nais dans une chambre en noir et blanc. C'était Jackson qui avait créé cette expérience-là, il s'appelle la chambre de Marie. C'est-à-dire que c'est une femme, elle naît dans une chambre en noir et blanc. Elle n'a connu que le noir et blanc toute sa vie. Toute sa vie, elle n'a connu que ça. Elle a appris les couleurs à travers des livres, elle connaît toutes les définitions, toutes les compositions, tout au niveau des couleurs. Est-ce que lorsqu'elle va se retrouver face à un coquelicot rouge, elle sera capable de dire que c'est rouge? On ne sait pas, pas forcément. Par contre, une personne qui aura expérimenté le rouge toute sa vie, elle sera beaucoup plus apte à pouvoir être sûre de ce que reflète cette couleur-là pour lui. Là où celle qui aura étudié n'aura jamais connu en fait quoi que ce soit au niveau de la couleur ou du monde qui l'entoure. Et ben c'est exactement ça. Pour moi, il y a une différence entre l'expérience et l'étude. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on ne peut pas revenir faire les études de manière différente, à travers des lectures, à travers des recherches et de la passion et sûrement de l'amour. Et que, à l'inverse, les gens qui font beaucoup d'études ont peut-être plus de mal à aller dans l'expérience parce que n'ont jamais eu cette audace de se dire allez, let's go, je me lance dans le feu de l'action, j'y vais et je fais vraiment mon truc. Alors qu'une personne qui est un peu foufou de base et qui va l'expérimenter 1500 trucs et qui derrière va aller se passionner, va avoir beaucoup moins de difficultés. Donc j'ai envie de dire que j'ai peut-être un avantage par rapport aux universitaires. L'avantage, c'est que je n'ai pas été à l'université, je ne suis pas rentré dans des dogmes où on me dit il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, que la philosophie c'est ça, c'est ça, c'est ça, et qu'au final, ma philosophie, je la vis sans que personne me la dicte. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est nécessaire parfois de passer par des chemins de traverse comme ça, aussi douloureux soient-ils, pour arriver à la maturité que tu as aujourd'hui à 26 ans? Alors moi je pense que la douleur est un chemin rapide, mais pas forcément le seul chemin. C'est-à-dire que beaucoup de gens se créent des douleurs. C'est-à-dire qu'il y a ce culte où on renaît de ses cendres, le phénix, il faut souffrir pour pouvoir comprendre, il faut expérimenter pour pouvoir savoir. En l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Prenons l'exemple d'un bouddhiste qui naît en haut de l'Himalaya. Il va rester toute sa vie bouddhiste, ça se trouve, il va être très heureux sans jamais avoir forcément connu la souffrance pure et dure comme la connaissent certaines personnes en Afrique ou autre. Non, pas du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un step qui est inévitable parce que la vie est faite de cette manière-là. La souffrance n'est pas en dehors du mythe de la normalité. La souffrance est une suite logique de l'expérience humaine. Il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. La souffrance fait partie du processus, mais le problème, c'est de penser que la souffrance n'est normalement pas une suite logique du processus. Et c'est ça qu'on pense. C'est qu'on se dit, je souffre, donc il faut que j'aille bien. Mais lorsque je vais bien, est-ce qu'on se dit qu'il faut qu'on souffre? Bah non, on ne va pas chercher cette souffrance-là. Par contre, à l'inverse, on la cherche, parce que ce n'est pas normal de souffrir. Alors qu'en l'occurrence, à partir du moment où on comprendrait que c'est normal de souffrir, que c'est une suite logique, elle est beaucoup plus facile à accepter. Qu'elle fait partie juste d'une marche sur l'escalier, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut marcher dessus, et puis ça n'empêchera pas d'aller au step au-dessus. Pour refermer la parenthèse familiale, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, tu es réconcilié avec ta famille? Ouais, aujourd'hui, je m'entends très très bien avec ma mère, très très bien avec mon père. Il faut savoir que Est-ce que tu as pardonné à ton père? Ouais. Alors, c'est très très drôle la relation que j'ai avec mon père, parce qu'on ne s'est jamais rien dit. On ne s'est jamais rien dit, parler concrètement. Mais lui sait, moi je sais, tous les deux on sait. Et en fait, c'est sympa parce que
Il a plus de facilité à me dire ce qu'il pense de moi, à me donner un peu plus d'amour, plus d'attention. Il me rend légitime dans ce que je fais. Et en fait, je l'ai compris. Il a fallu que je le comprenne. Il a fallu que je sache pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Et à partir du moment où j'ai su pourquoi il était comme ça, les choses sont décantées. Il faut savoir qu'on a un grand paradoxe, mon père et moi, c'est que j'ai perdu la vue de mon œil à l'âge de 13 ans et que c'est peut-être grâce au cachet qu'il m'a donné qu'il m'a réussi à me faire sauver mon œil, qui est tout l'objet de mon livre de Guérir la notion d'impossible, et que lui a fait un infarctus 6 ans après, et que justement c'est moi qui lui ai sauvé la vie à la suite de son infarctus parce que je suis venu à la maison là où je ne devais pas du tout y aller. Voilà. Donc on s'est entre guillemets sauvé, et en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que le pardon que je peux lui donner et que je me donne à travers lui nous fait exister tous les deux. Peut-être qu'on a tous les deux accouché de deux nouvelles identités. C'est joliment dit en plus, et je trouve que c'est un bel hommage que tu lui rends. Je demande souvent, et je pose souvent la question à mes invités quand il y a des parcours de vie comme ça qui sont difficiles, notamment avec la famille et les parents en particulier. Est-ce que tu as déjà entendu dans la bouche de ton père dire « je suis fier de toi » ? Très récemment. Très récemment. Ouais. Très récemment. Ouais. Très récemment. Il a dit il y a moins d'un an. Moins d'un an, il a dit. C'est ma mère aussi qui lui a mis un peu le couteau sous la gorge. Hein, t'es fier de ton fils, hein? Elle lui disait. Oui, il me l'a dit très récemment. Et honnêtement, ça m'a pas fait grand-chose. Honnêtement. C'est rigolo parce que je m'attendais à ça toute ma vie. Je me suis dit, j'attends que mon père me dise qu'il soit fier de moi, qu'il soit heureux. Et au final, quand il me l'a dit, j'étais tellement en paix avec ça que j'avais l'impression que c'était pas naturel, c'était pas normal, que je n'avais pas besoin en fait. T'es passé à autre chose presque. Ouais, parce que je suis fier de toi, c'est les moments que je passe avec lui. C'est se regarder dans les yeux, rigoler, boire un coup ensemble, passer un moment sympathique. Pour moi, ça, c'est un je suis fier de toi. Donc, ouais. Alors revenons à la philo. On va voir dans quelques instants, effectivement, je rappelle cet ouvrage, cette relation familiale évidemment, et puis tout ce que ça engendre avec ce voyage émotionnel. Guérir l'impossible aux éditions Guy Trédaniel. Alors le pouvoir de la connaissance. Est-ce que la philo pourrait se résumer à cette phrase, le pouvoir de la connaissance? Ouais. Pour moi, il y a une force. Ça suffit pas parce que tu peux connaître beaucoup de choses et la philo, c'est savoir remettre en question ses connaissances. Pour moi, il y a une phrase que je dis souvent qui est super importante, c'est la certitude du vrai n'est qu'esclave du faux. Plus je suis sûr de quelque chose, plus je suis esclave de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que plus je suis dans cette notion de je suis persuadé que les gens fonctionnent de cette manière-là, plus je deviens ignorant de tout ce qu'il y a de différent. Parce qu'en fait, je suis enfermé dans ma certitude. Et la philosophie, elle nous permet de douter de ça, de douter de notre connaissance. C'est-à-dire que j'acquiers de la connaissance, et par contre, je ne fais que en douter. C'est comme une science. Une science qui n'est pas réfutable n'est pas une science. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut qu'une science soit réfutable pour qu'elle en devienne une. Et la philosophie, c'est exactement ça. Il faut que je sois capable de douter de ma connaissance. Donc il y a une forme de pouvoir, mais le vrai pouvoir, il est dans cette remise en question de la connaissance. La philo, c'est un art ancestral de la réflexion et de la sagesse. La sagesse, ça a été la quête de beaucoup de philosophes. Socrate, Aristote, Platon, ils ont tous été étudiés la sagesse, savoir qu'est-ce que c'est d'être sage, les épicuriens, les stoïciens. C'est l'art d'être sage sans jamais se l'admettre. Socrate était considéré comme l'homme le plus sage et pour lui ne l'était pas, et la seule chose qu'il y ait, c'est que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ben en fait, c'était une forme de sagesse. Mais est-ce qu'on peut être réellement sage? Il faudrait être fou pour dire qu'on est sage, en fait. C'est ça, hein. Il y a une forme de folie. Moi, j'associe vachement la sagesse à la folie. Plus je suis fou, plus je me rapproche de la sagesse. Au final, j'aime bien voir la chose de cette manière-là, ouais. Alors sur les idées reçues, parce que je faisais 2-3 petites recherches sur Internet et je regardais un petit peu les idées reçues de la philo, parce que comme tu l'avais dit avec Mathias Leboeuf dans l'émission, beaucoup pensent que la philo c'est du jus de cerveau. Hein. Ouais. Et beaucoup pensent, la première chose, c'est de se dire, ça sert à rien. Ouais. À quoi sert la philo? À quoi sert la philo? Bon, on a 4 heures si vous voulez. Non, mais c'est ça, c'est à quoi sert la philo? Est-ce que toi, on a bien compris que dans ton cas précisément, ça t'a sans doute sauvé la vie. Bien sûr. Donc elle a au moins servi à ça. Elle a au moins servi à ça. Elle a au moins servi à ça. Mais si on devait faire plus une généralité, plus une globalité de la philosophie, ça sert à quoi en fait? À part se remettre en question peut-être? Ouais, la philosophie, c'est la réflexion d'un tout
c'est savoir vivre une vie heureuse, une vie bonne, c'est essayer de comprendre, c'est mettre du sens à sa vie et mettre du sens à ce qui n'appartient pas à notre vie aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie, elle englobe quelque chose de complet. C'est l'étude de l'être humain, mais pas en tant qu'étude en tant que telle, mais en tant que compréhension. Aujourd'hui, à un moment donné dans notre vie, on se pose tous la question, est-ce que je suis heureux? Comment est-ce que je pourrais être plus heureux? Est-ce que ce que je fais, ça me plaît? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de crises? Des gens qui partent complètement dans un sens parce qu'ils font un burn-out, leur travail ne leur plaît pas, que les personnes… Si, les personnes âgées, par exemple, les personnes âgées se posent beaucoup de questions sur leur vie parce qu'ils se rapprochent de la mort. La philosophie, comme disait Épicure, c'est aussi peut-être apprendre à mourir. Ça peut être aussi ça. La philosophie, elle peut être vue de plein de manières différentes. Mais moi, ce que je pense, c'est que chaque enseignement, chaque notion peut avoir un impact dans notre vie quotidienne. Que ce soit savoir si je suis libre ou pas dans la notion de tous les jours, savoir si je suis heureux ou si je ne le suis pas, savoir si je peux acquérir de la sagesse ou pas, et essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Est-ce que tu mets une dimension systématique philosophique dans ta vie dès l'instant où tu te retrouves face à une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Pour moi, chaque situation a un double impact. C'est-à-dire que je vis une situation, par exemple, très récemment, il y a eu un monsieur qui faisait du stop sur la route. Un monsieur qui faisait du stop, un monsieur très âgé. Il pleuvait, il y avait ma fille dans la voiture, il y avait ma compagne, voilà. Et en fait, je croise cette personne-là à un rond-point et je me rends compte que je ne m'arrête pas. Je me dis, il n'est pas très net avec sa capuche. Si ça se trouve, c'est dangereux, il y a ma fille, il y a ma compagne, c'est pas une bonne idée. Et là, ma conscience me rattrape et je me dis, attends, ma compagne me le dit aussi, c'est peut-être pas forcément, qu'est-ce que tu en penses? Ok, je fais demi-tour. Le pauvre. Le pauvre. Je fais demi-tour, j'y vais et je rencontre une personne incroyable. Un papy de 70 ans, même un peu plus de 70 ans, ce qui n'est pas vieux. Hein, ce qui n'est pas vieux, évidemment, voilà. mais pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. Et de 70 ans, qui va de ville en ville et qui fait de l'harmonica, qui vit dans la rue. Et au final, je me retrouve à lui payer une nuit d'hôtel, à passer un moment super sympa avec lui, à énormément philosopher. Et en fait, je me rends compte que je rencontre une personne qui me fait philosopher sur des choses que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Il me regarde, il me dit, mais regarde, tu le vois cet arbre-là? Je dis, oui, je le vois. Il me dit, mais tu ne trouves pas que la nature a choisi l'imperfection pour rendre le monde parfait? C'est incroyable. Et tous ces moments-là que je passe avec des personnes que je vais rencontrer, alors que directement j'avais tout ce truc, tout ce bagage qui me disait non, n'y va pas, ça peut être dangereux pour ta fille, agression, truc, machin. Et au final, la philosophie à ce moment-là m'a fait dire, est-ce que ce que tu penses est la réalité ou est-ce que ce que tu penses n'est juste qu'une illusion de la réalité? Et en fait, je m'étais fait un film, j'avais les rencontré, j'avais fait un film de ce qu'il allait potentiellement pouvoir faire et j'avais pris une décision de par le film que j'avais fait de cette situation-là. Mais pas du tout à travers la réalité. Et la philosophie, elle me dit, reviens à la réalité, mets le monde entre parenthèses, regarde juste les choses telles qu'elles sont. Est-ce que cette personne a besoin de toi? Oui. J'ai fait demi-tour, j'ai rencontré une personne qui au final m'a plus donné que je lui en ai donné. Donc la philosophie a un impact qui est non seulement bon pour les autres, mais aussi pour soi. C'est une histoire extraordinaire, ça. Ouais. Hein, c'est un détail dans ton histoire et dans ton parcours, mais c'est une histoire extraordinaire. Autre idée reçue quand on regarde, et même quand on pose la question d'ailleurs à ChatGPT, qui dit par exemple, la philosophie ne propose aucun choix pratique, aucune option particulière en dehors d'elle-même. Ah, Je te laisse, hein, je reviens. Ok. Il faudrait que je demande à ChatGPT qu'est-ce qu'il entend par. Elle ne propose aucun choix pratique, aucune option particulière en dehors d'elle-même. En dehors d'elle-même, on est vraiment dans ce contexte très égotique, très personnel. C'est-à-dire qu'il y a la philosophie et en dehors de la philosophie, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et en fait, c'est faux parce que des personnes qui ne philosophent pas, qui ne sont pas philosophes, ont des enseignements philosophiques. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des stoïciens, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Je dois réussir à accepter ce qui ne dépend pas de moi et réussir à mettre mon contrôle sur ce qui dépend de moi, ce qui me permettrait de pouvoir faire une dichotomie du contrôle et de me dire les événements extérieurs, les critiques, les jugements, les événements difficiles, la maladie, je l'accepte parce qu'elle ne dépend pas de moi. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ma perception, mes actions, mes idées, mon intensité émotionnelle. Tout ça, je peux le contrôler. Et donc la philosophie, ça, c'est un aspect qui est pratique, qui sort du cadre philosophique, du cadre théorique, qui sort du cadre uniquement de la recherche, du doute. Il y a du pratique, c'est OK, il y a ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, qu'est-ce que tu en fais?
Je peux reprendre un autre contexte du memento mori chez les stoïciens, méditer sur la mort. Ben, si chaque jour je me couche en me disant que demain je ne me réveillerai pas et que chaque jour je me lève en me disant que ce soir je ne me coucherai pas, eh ben, je profiterai des moments de ma vie de manière différente afin que chaque petite goutte d'existence devienne intense, voilà, devienne intense et devienne incroyable. Donc encore une fois, j'ai pris un contexte philosophique que j'ai adapté dans une vie quotidienne où dans cette vie quotidienne il n'y a pas de philo. La philo n'est pas tout, elle ne permet pas de vivre et encore moins de survivre. Alors, si on vit pour survivre, déjà on est à côté de la plaque. C'est pas faux. Déjà, si on vit pour survivre, on est à côté de la plaque parce que si on passe une vie à survivre, à quel moment on la retrouve, notre vie? C'est ça la question. Et que moi, je pense que philosopher, c'est avant tout mettre de la vie à la vie, mettre de la joie dans la souffrance, mettre du bonheur dans l'illusion du malheur. Et toutes ces choses-là sont importantes. Parce qu'en réalité, on passe notre temps à penser survivre sans jamais savoir ce qu'est la vie. La philosophie va nous permettre de pouvoir comprendre ce qu'est la vie. Pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Quelle est mon identité? Quelle est la place que j'aimerais avoir dans ce monde? Et lorsque j'arrive à avoir des semblants de réponses, je peux m'expérimenter vers un chemin qui m'emmènera vers un autre, et ainsi de suite. Donc non, pour moi, la vie, ce n'est pas avant tout survivre, mais c'est apprendre à mettre non seulement du sens à la vie, mais surtout à la faire vivre, cette vie. Ça, c'est absolument passionnant parce que c'est vrai que ça permet aussi de… Ça peut sembler abstrait parfois. Et c'est une d'ailleurs des idées reçues. On dit, oh là là, la philo, c'est beaucoup trop abstrait. Mais toi, tu es quand même l'incarnation même de celui qui met en pratique ce que lui inculque et lui apprend et t'amène la philosophie. Totalement. Moi, je le mets en pratique dans mon quotidien. C'est-à-dire que je peux quand j'ai affaire à des situations, cette dichotomie du contrôle qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient souvent, où je me dis, il y a ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Un truc aussi qui est assez intéressant pour moi, c'est cette reconnexion au réel. On a tendance, dans la spiritualité, à nous dire attention à ce que vous pensez, vous allez créer votre réalité, attention à telle ou telle chose, connectez-vous à votre imaginaire. Tout ce qu'on fait, tout ça qui touche à la spiritualité, ce n'est rien d'autre que de la fuite de la réalité. Oui, lorsque je me connecte à un plus grand que moi, lorsque je me connecte à… C'est très bien de faire ça, il n'y a rien de mal, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'oublie la réalité. Parce que la réalité est tellement difficile à accepter que je préfère en créer une illusion, en créer des croyances, en faire un sapin de Noël, tu vois, afin qu'il soit le plus beau possible. Mais lorsque je suis reconfronté à ce tragique de la réalité, comme dit Clément Rosset, c'est dur à accepter. Et c'est justement dans ces moments-là que les gens ont tendance à vite s'échapper de la réalité. Et pour moi, c'est l'inverse que je fais. C'est-à-dire que la philosophie, elle me permet de dire que rien n'est plus difficile pour la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. C'est ce que dit Clément Rosset. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sens que je pars dans mes délires, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité du fait? Essayons d'observer les choses sans y mettre de jugement, tu vois, et de juste les observer telles qu'elles sont. Ou d'affect. Ou d'affect, exactement. Ouais. Sur les limites de la philosophie, est-ce que d'abord, est-ce que j'ai une réponse à cela? Est-ce qu'il y a des limites à la philosophie? Est-ce qu'il y a des limites à la philosophie? Je pense que la notion de limite est purement humaine. Je pense que la notion de limite est purement humaine. Si on devrait dire est-ce qu'il y a une limite aux galaxies, à la base on disait qu'il n'y en avait qu'une, aujourd'hui on ne sait pas, il y en a peut-être des millions. Je pense que l'esprit humain est en arborescence constante. On découvre toujours des choses. La seule chose qui nous limite, c'est l'esprit humain. Sans l'esprit humain, la philosophie n'existe pas parce que les animaux n'ont pas de capacité de raisonnement, de réflexion. Donc ils ne philosophent pas sur la vie en soi. Alors que dit l'intelligence artificielle sur cette question de la limite de la philosophie? Elle dit « La philosophie atteint ses limites quand elle est devenue un but en soi au lieu de représenter une porte d'entrée vers la sagesse et la connaissance. » Ouais. Ça peut être ça. Alors moi, je le vois de manière beaucoup plus large parce qu'en fait, pour lui, c'est un but. Et à partir du moment où j'ai atteint mon but, je me suis fixé une limite. Moi, je le vois vraiment de manière plus large dans le sens où, à partir du moment où je ne suis plus en capacité de penser, je me suis mis une limite. Parce que beaucoup de gens ont un but, mais lorsqu'ils arrivent à ce but-là, ça leur permet de pouvoir aller vers une autre, et un autre, et ainsi de suite, et essayer de comprendre. Je pense que c'est important d'avoir des semblants d'objectifs dans sa vie. Il identifie quand même beaucoup la philosophie à la sagesse. Moi, je ne l'identifie pas uniquement à la sagesse parce que la sagesse, encore une fois, c'est un mot qui peut être interprété de 1500 manières différentes, mais c'est une philosophie on appelle ça la philosophie, ça se vit quoi. Ça se vit. En tout cas, vous l'aurez compris, Chris Laquiez plus fort que ChatGPT.
T'imagines la punchline comme ça, qui est juste waouh, Chris Laquiez, le philosophe 2.0, plus fort que ChatGPT 4. Ça serait extraordinaire. Alors, dans le banquet de la connaissance que tu proposes, je le rappelle, tu donnes les 6 bonnes raisons d'utiliser la philo. En 6 phrases. Tu t'en souviens ou tu veux que je te les redonne? Ouais, je veux bien. Alors, tu dis, ça renforce notre confiance en nous. Ça maîtrise l'autorégulation émotionnelle. Ça, c'est quand même vachement bien. Parce qu'on l'autodiscipline. L'autodiscipline. Et puis, ça permet aussi peut-être de maîtriser certaines émotions qui nous envahissent. Et c'est légitime, et c'est normal, et c'est très bien. Trouver un sens et un épanouissement. Booster votre création, votre créativité, votre innovation. Développer des compétences en pensée critique. Totalement. Voilà. Et améliorer vos relations interpersonnelles. Totalement. Ce serait ça les 6 bonnes raisons de la philo? Ouais, pour moi, ça englobe pas mal de points, mais de manière concrète, en tout cas dans notre vie, oui, ça l'est. Maintenant, ça peut nous permettre de plein d'autres choses. On peut voir la philo de manière thérapeutique, on peut voir la philo de manière analytique, on peut voir la philo de plein de manières différentes, artistiques, à travers l'art. On peut ne pas parler et faire de la philo. Beaucoup d'artistes, philosophes, à travers des œuvres magnifiques, artistiques magnifiques. Un danseur qui, admettons, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Quelque chose qui pourrait peut-être arriver avec tout ce qui se passe en ce moment. Et on sera les premiers sur ABC à en parler. On les recevrait juste ici. Imaginons qu'on a un extraterrestre à côté de nous et qu'il me pose la question, mais c'est quoi la danse? À quoi ça sert? Eh ben, la danse, c'est se mettre en mouvement pour aller nulle part. Et au final, ça, c'est tout simplement de la philosophie. Quand je me mets en mouvement pour rien faire, ben, je suis en philosophie, je suis en train de philosopher. Pareil, quand je danse en couple, je suis en harmonie avec une personne sans… Il y a un philosophe qui a dit ça. Aldous Huxley, Exactement, qui a dit ça. Ouais, mais moi, j'aime pas trop la danse parce que comment tu as dit, c'est l'art de se mettre en mouvement pour aller nulle part. Pour aller nulle part. J'ai trouvé cette définition géniale. Elle est dingue. Elle est dingue parce que c'est exactement ça. Et au final, c'est un peu le but de la pensée aussi philosophique. C'est-à-dire que je pense, mais pour aller où? Pour en faire quoi? Exactement. Qu'au final, ça va être très personnel. L'idée que je vais avoir des choses va refléter uniquement l'idée que j'en ai, en fait. Et donc, c'est cette énigme qui se cache. Tu enseignes la philosophie? Ouais, dans le banquet de la connaissance, j'enseigne la philosophie. Je donne des conférences à droite et à gauche pour parler de la diversité, encore une fois de manière très pratique, et aussi dans les entreprises, pour parler notamment du sens dans le travail. Donc, ouais, j'enseigne et je donne des conférences pour des particuliers, pour des entreprises. Guérir l'impossible aux éditions Guy Trédaniel. Il faut absolument lire ce bel ouvrage. Et à chaque fois, je le dis aussi, quand c'est le premier ouvrage d'un des invités, je dis c'est la classe quand même. Ouais, c'est cool. Quand tu as ton bouquin dans la bibliothèque, c'est cool. Ça le fait quand même. Hein. Et quoi qu'il en soit, même si tu n'en vends que 2, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un ouvrage qui marche très très bien, ne serait-ce tu as écrit pour ta fille. Ouais, en partie, ouais. Et ça reste, quoi qu'il arrive. Et je trouve que ça, franchement, je trouve que c'est un cadeau absolument extraordinaire. Mon père me disait toujours à l'époque, il me disait écris ou lis des bouquins. C'était une punition pour moi, la lecture. S'il voyait aujourd'hui le nombre de bouquins qu'on reçoit par dizaines chaque semaine et qu'on lit pour évidemment s'intéresser en profondeur à nos invités, je pense qu'il serait complètement halluciné. Et m'entendre parler de philo, là, aujourd'hui, il serait doublement halluciné. Mais je trouve que là, c'est une très belle réussite. Je trouve que tu es un exemple de résilience et en particulier cette faculté que tu as à prendre du recul sur les choses, parce que ce parcours n'a pas été simple, on le voit. Et quand je vois aujourd'hui ton cadre de vie, parce qu'on se connaît un petit peu maintenant, quand je vois celle qui t'accompagne et puis qui t'a offert qui t'a amené ce magnifique petit bébé si joufflu, qui râle pas mal quand on est au téléphone, je me dis que la vie est belle. Hein. C'est clair. Ça fait partie, ça aussi, c'est une phrase philosophique ou pas, la vie est belle? C'est une phrase plus que philosophique, ouais. La vie est plus que belle, ouais. Encore faut-il l'apprécier. Encore faut-il l'apprécier et savoir l'apprécier à sa juste valeur. Exactement. Guérir l'impossible, le livre, et puis évidemment, je vous remets directement ici le petit logo pour que ça rentre bien dans vos mémoires pour le banquet de la connaissance, si vous avez envie d'en savoir plus, de partager aussi en interaction avec ceux et celles qui composent le banquet de la connaissance, les philosophes, et puis tous les intervenants qui viendront au fur et à mesure alimenter bien sûr ces conférences. C'est une première en France sous ce format-là, et je pense que ça vaut le détour, et quand vous entendez évidemment les analyses, le comportement et la réflexion, le recul sur la vie qu'a Christopher
faire la caisse, je pense que vous ne pouvez qu'être intéressé. Merci, mon Christophe. C'est moi qui te remercie. Merci infiniment. Et puis, on va boire un coup. Et, et puis, j'espère te recevoir pour le prochain. Ah ben oui, l'année prochaine. Et si tu veux faire des banquets de la connaissance ici en plateau, on pourrait envisager de faire des choses comme ça. Hein. Ah ouais, il y a plein d'interactions à faire, évidemment. Avec grand plaisir. Car tu es chez toi ici, tu le sais. Eh ben, c'est très gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Partagez, commentez. On vous dit à très bientôt. Salut.